OK, regardons trois choses qui, à première vue, ont absolument rien à voir ensemble. Des arnaques de paris en ligne, des trafiquants de drogue et le marché noir des devises. On pourrait penser que c'est des mondes complètement séparés. Pourtant, ce qu'on va voir aujourd'hui, en se basant sur des données officielles, c'est que tout ça, en Égypte, est beaucoup plus connecté qu'on le pense. En fait, c'est comme les différentes phases d'un seul et même casse-tête. Et une stratégie intégrée est en place pour le résoudre. Bon, pour commencer, parlons du côté humain de la chose. C'est fou comment la promesse de faire de l'argent vite, là, comme dans les paris en ligne, ça peut virer au cauchemar. Pour chaque personne qui gagne, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui perdent. Et on parle de pertes financières et psychologiques qui sont carrément dévastatrices. Parfois, ça pousse les gens à s'endetter ou même à voler juste pour essayer de se refaire. C'est là que ça devient vraiment intriguant. Quel est le rapport entre un problème social comme une application de paris et un enjeu purement économique comme le marché noir des devises? C'est la grosse question qui va nous servir de fil conducteur. Et la réponse? Le lien qui connecte ces deux mondes? Eh bien, c'est l'argent. Ou plus précisément, comment l'argent qui provient d'activités illégales est nettoyé pour ensuite financer d'autres crimes. OK, voici la première pièce du puzzle. En une seule journée, les autorités ont mis la main sur 9 millions de livres égyptiennes chez des cambistes illégaux. Ce chiffre-là nous montre tout de suite qu'on n'est pas en train de parler de petites spéculations de coin de rue. Non, on parle d'opérations à très, très grande échelle. Et maintenant, tenez-vous bien. Si 9 millions c'était beaucoup, regardez ça. 100 millions de livres égyptiennes. C'est plus de 10 fois plus. Et ça, c'est de l'argent du trafic de drogue qui a été blanchi par une seule personne. Le lien devient pas mal plus clair, non? Le marché noir des devises, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste un outil dans la chaîne de production du crime. Le blanchiment d'argent, pour le dire simplement, c'est l'art de prendre de l'argent sale et de le passer à la laveuse pour qu'il ressorte propre. On investit dans des commerces légitimes, dans l'immobilier, n'importe quoi pour cacher son origine. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que les profits énormes du marché noir peuvent devenir le carburant pour des crimes encore plus graves, comme le trafic de drogue. Cette image, elle résume parfaitement la stratégie. Quand les autorités ciblent ces réseaux financiers illégaux, elles ne font pas juste réguler l'économie. Non, elles coupent une des artères vitales qui alimentent le crime organisé en argent frais. C'est une approche qui vise directement le cœur du système. Alors, comment ce combat est-il mené concrètement? Eh bien, il se déroule en même temps sur deux terrains de jeu complètement différents. D'un côté, le monde numérique et de l'autre, le monde physique. Du côté numérique, c'est fascinant de voir à quel point le crime est devenu sophistiqué. On parle de véritables forteresses numériques. Les criminels utilisent des applications cryptées pour communiquer, partager des listes de prix, gérer leurs opérations, un peu comme une sorte de Uber de la drogue. C'est une réalité assez troublante quand on y pense. Mais en contraste total avec ce monde numérique presque aseptisé, il y a la réalité brutale des interventions sur le terrain. Les chiffres ici parlent d'eux-mêmes et ils montrent bien l'intensité des confrontations. Des criminels parmi les plus dangereux qui sont tués, des saisies de drogue pour des millions et un véritable arsenal confisqué. On est loin d'un jeu vidéo. La technologie dans tout ça, c'est vraiment une médaille à deux faces. D'un côté, elle est utilisée pour des opérations super complexes, pour traquer ces grands réseaux criminels. Mais de l'autre, elle sert aussi à régler des problèmes du quotidien, comme aider quelqu'un à retrouver de l'argent qui a été viré au mauvais compte par erreur. L'appareil de sécurité opère vraiment sur ces deux niveaux-là. Mais attention, la stratégie ne s'arrête pas juste à courir après les coupables. Il y a un autre aspect qui est tout aussi crucial, la protection active des victimes. Cet exemple est parfait pour illustrer cette approche globale. Ce n'est pas juste une opération de police, c'est une collaboration entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé. Ensemble, ils ont fermé 11 faux centres de désintoxication. Ça démontre une volonté de s'attaquer aux problèmes à la source et de protéger les plus vulnérables. Parce que le point le plus important ici, c'est d'éviter que les gens subissent encore plus de dommages. Ces faux centres, qui prétendent aider, peuvent en fait être plus dangereux que la dépendance elle-même. Ils exploitent des gens qui sont dans une situation de grande vulnérabilité. Donc, les protéger, ça devient une priorité absolue. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit? En rassemblant toutes les pièces du puzzle, on commence à distinguer les contours d'une stratégie complexe qui se joue sur plusieurs niveaux à la fois. On peut résumer ça en 4 grands axes. D'abord, l'axe économique. On coupe les vivres du crime. Ensuite, l'axe numérique. On démantèle les réseaux en ligne. Troisièmement, l'axe physique. On intervient directement sur le terrain. Et enfin, l'axe social. On protège les victimes et on prévient l'exploitation. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que le rôle de la sécurité est en train de se transformer?
Est-ce qu'on passe d'une approche purement réactive, de répression, à un rôle beaucoup plus préventif, plus social, un rôle qui vise carrément à empêcher que des gens deviennent des victimes? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.